Bonsoir tout le monde. Voilà, merci. Donc nous sommes 3 représentants de différents collectifs concernés par le permis Plaine du Languedoc, qui sont donc plutôt et donc qui organisent par contre cette conférence ce soir. Alors donc, notre région est concernée par un permis qui a été octroyé à la compagnie suédoise Lunding. Je ne sais pas si vous en avez déjà un peu entendu parler ou pas, mais ça, on verra un peu après les questions. Donc, c'est un permis qui devrait expirer en octobre 2014, demain donc. Alors, il n'y a rien encore, il n'y a pas de trou qui a été percé, mais soyons vigilants quand même. Et donc, le débat, effectivement, il va concerner ça, et on va en parler un petit peu plus tard. Donc je vais vous faire un petit rappel de l'action anti-gaz de schiste là, dans la région. Donc en 2012, au mois de mars précisément, il y a eu une grande réunion à Pusserier qui plantait un petit peu le décor, où on a parlé pour la première fois vraiment du permis Plaine du Languedoc. Donc après cette réunion, il y a pas mal de collectifs qui se sont créés. Donc vous en avez un petit échantillon ici, mais il y en a pas mal. Il y a aussi, donc il y en a sur Béziers, il y en a sur le Narbonnais, sur le Minervois, dans les Corbières, du côté de Pézenas, dans le bassin de l'Orbe. Donc vous avez pas mal de collectifs qui se sont créés. Et donc depuis 2012, il y a quand même pas mal de travail, notamment d'information, qui a été fait. Mais malgré ça, donc le nombre de militants au sein des collectifs n'augmente pas non plus de façon exponentielle. Voilà, alors que c'est plutôt des réunions de travail qu'on fait, c'est plutôt sympa. Si vous voulez nous rejoindre sur un des collectifs, il n'y a aucun problème. À la sortie donc, de la salle, dans le hall, vous avez des informations, vous avez des listes si vous voulez laisser vos coordonnées. Voilà, vous avez des panneaux aussi à regarder. Vous avez un tract avec nos coordonnées à nous. Pour tout ce qui est financement des actions, l'organisation, le tractage, etc., nous, on vend juste une petite chose, c'est un autocollant. Donc vous les avez aussi à la sortie. Il y a aussi une petite tirelire si vous voulez déposer quelque chose. Voilà, pour tout ce qui est action, donc on pourra en reparler après la conférence si vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous informer, à venir vers nous, à prendre les coordonnées et à nous contacter si besoin. Voilà. Alors, donc, on est venu parler de pourquoi on n'en a pas fini avec le problème du gaz de schiste. Et donc, pour en parler avec nous, on a ici Séverin Pistre, qui est hydrogéologue, et qui va aborder plutôt les problèmes techniques et scientifiques. Donc, à la fin de son intervention, on pourra lui poser des questions et discuter de ce dont il nous aura parlé. Après, il y a Laurent Vassallo, qui est docteur en droit et qui enseigne à l'IUT de Béziers, et qui, lui, abordera plus les problèmes juridiques et la loi sur la transition énergétique. Et enfin, on écoutera Estelle Tardy qui nous apportera son témoignage donc, sur l'historique des actions militantes et pourquoi il faut continuer cette lutte. Voilà, on les remercie d'avance tous les 3 et on remercie le Conseil général et l'équipe de Sortie Ouest puisqu'ils nous aident à continuer d'informer sur ce problème du gaz de schiste. Voilà, tout à l'heure. Bonsoir, donc je vais démarrer. Première chose, j'aimerais préciser que moi je ne suis pas militant, j'interviens comme professeur hydrogéologie. Je me suis intéressé au gaz de schiste à partir de 2010, tout simplement parce que les élus justement du Conseil général de l'Hérault ont appris par voie de presse que l'Hérault était concerné par un certain nombre de permis. Et donc à partir de là, ils ont sollicité l'université, et notamment mon laboratoire, spécialisé donc sur les problématiques d'eau, pour avoir une idée sur l'impact que l'exploitation des gaz de schiste pouvait avoir sur la ressource en eau, qu'elle soit souterraine ou de surface. Donc petit à petit, je dirais, j'ai affiné un peu mon analyse par rapport à cette problématique-là, ce qui m'a conduit à être auditionné plusieurs fois au niveau de la Commission européenne et par les différentes
commissions qui se sont mises en place, comme Morizet et dernièrement l'office parlementaire avec les députés Lenoir et le sénateur Bataille, ou l'inverse, sur les techniques alternatives par rapport à ça. Donc moi je vais vous parler de ces différents thèmes, l'historique et les gisements, les techniques d'exploration et d'exploitation, les impacts environnementaux, avec un focus sur le bassin du Sud-Est. Donc je vais aller assez vite, je suis désolé, pour après, parce qu'on est nombreux, je vais essayer de tenir le timing qu'on m'a donné. Donc évidemment, il faut parler de l'histoire des gaz de schiste en démarrant par les États-Unis. Donc voilà la carte des bassins à l'échelle des États-Unis. Donc vous voyez que c'est quand même des grands bassins qui est nombreux à l'échelle de ce pays. Alors, l'exploitation, les gaz dans les schistes, ça c'est connu depuis, je dirais, l'après-guerre, mais à l'époque, les techniques ne permettaient pas de l'exploiter, et en tout cas pas de manière rentable. En tout cas, le prix du gaz ne permettait pas d'envisager cette exploitation. Petit à petit, le prix du gaz a augmenté, les techniques sont améliorées, et vous voyez que voilà, ça démarre dans les années 80, chaque couleur correspond à un gisement. Donc vous voyez la mise en exploitation d'un gisement, par exemple en trim, en beige clair, petit à petit, qui rentre en exploitation. Alors, sans aller dans le détail, ici, l'échelle, c'est des BCF, c'est des billions cubic feet. Bon, peu importe, sur l'échelle. Là où j'aimerais attirer votre attention, c'est ceci. Le pic qui était là-haut avec la pointe rouge, ça correspond au tout petit, la petite échelle là, au niveau des années 2000. Donc là, vous voyez qu'à partir de 2006, c'est là l'exploitation. L'échelle, là, elle est en trillions de cubic mètres. Donc là, on multiplie par 1000. Donc là, l'exploitation des gaz de schiste, c'est 2006, réellement. C'est là que l'exploitation devient intensive aux États-Unis, avec là aussi de nouveaux gisements, petit à petit, qui rentrent en production. Alors de là, les compagnies américaines, évidemment, et l'Agence internationale d'énergie se sont dit, si c'est intéressant de voir ça à l'échelle des États-Unis, on peut voir ça à l'échelle de la planète. Et donc voilà une carte qui circule assez régulièrement, où on voit voilà, les bassins en rouge les plus intéressants. Vous voyez donc le cas de la France, et le bassin du Sud-Est qui apparaît là, éclairé en rouge, la Pologne, etc. Si on regarde maintenant à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, le camembert ici indiquerait, j'aurais tendance à dire, parce que tout ça c'est vu de très loin par les compagnies américaines, essentiellement, que la France détiendrait l'essentiel des réserves en Europe de l'Ouest. Alors on a parlé il y a quelque temps de plus de 5000 milliards de mètres cubes. Ça correspondrait à 100 ans en termes de consommation courante. Puis petit à petit, on a réduit le chiffre, maintenant on est à moins de 4000. Parce que l'exemple de la Pologne a montré qu'entre les estimations et la réalité, il y avait parfois un facteur 10 à la baisse. Donc certains parlent de 500 milliards et non plus de 5000. Donc là, on serait sur 10 ans de consommation. Ce n'est pas du tout 100 ans. Donc l'échelle reste quand même très, très large. Alors, on reviendra peut-être après sur les aspects économie. Ce n'est pas ma spécialité, donc j'irai vite. Donc maintenant, la genèse des hydrocarbures. Alors, ces gaz de schiste. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'au départ, donc c'est le schéma du haut, on a un bassin sédimentaire dû à une extension de la croûte terrestre, etc. Donc il y a un affaissement au moment où un étirement qui fait que des sédiments, ce sont les couches qui sont en vert, là-haut, peuvent se déposer. Et petit à petit, le bassin, donc je descends d'un cran au niveau du schéma numéro 2, le bassin peut s'approfondir, soit par ce qu'on appelle un phénomène de subsidence, c'est-à-dire que le poids des terrains appuie sur le terrain en dessous et l'ensemble s'enfonce, soit par le jeu de failles. Vous voyez ici, pour ceux qui ont fait un peu de géologie, ça s'appelle des failles normales. C'est les terrains qui glissent les uns sur les autres et le bassin va s'approfondir et de nouvelles couches vont venir se superposer aux couches plus vieilles. Voilà. Alors à partir de là, si vous imaginez que la couche en vert le plus sombre là, contient de la matière organique, cette matière organique, quand elle va arriver, là je parle du schéma numéro 3, quand elle va arriver à grande profondeur, c'est-à-dire au-delà de 2000 mètres, la matière organique va se transformer petit à petit en huile, rentre dans ce qu'on appelle la fenêtre à huile. Voilà. Ça, c'est dû à l'augmentation de pression, l'augmentation de température, puisque vous savez qu'il y a un gradient thermique à peu près 30 degrés chaque kilomètre, et un gradient de pression qu'on appelle la pression lithostatique, liée au poids des roches qui sont au-dessus. Donc tout ça, ça va faire évoluer la matière organique, si tant est qu'il y en ait dans la roche de départ. Et éventuellement, si tout se passe bien, cette matière organique va se transformer en huile. Si le bassin continue à s'approfondir, on rentre
au-delà de 3 km, on rentre dans ce qu'on appelle la fenêtre à gaz. Donc vous voyez, ça correspond à des températures de l'ordre 3 km x 30 de 90 degrés à peu près. D'accord ? Et donc, voilà l'évolution d'un bassin classique. Voilà, donc je passe là-dessus, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, dans le cas d'un système dit conventionnel, donc cette couche verte qui va produire l'hydrocarbure, ce qu'on appelle la couche mère, c'est là que la roche mère, c'est là que est généré l'hydrocarbure. Et dans un système conventionnel, l'huile qui va pouvoir être produite à ce niveau, par différence de densité, elle va remonter comme une bulle vers la surface. Si les conditions sont, on va dire, favorables, cette bulle d'huile va rencontrer une couche imperméable et elle va rester bloquée sous cette couche imperméable. Dans le cas du gaz, donc la partie qui est en dessous de la ligne 90 degrés, donc encore plus profond, le gaz va remonter. Comme il est moins dense que l'huile, il va venir se stocker comme une bulle au-dessus de l'huile. Voilà. Donc vous avez ces systèmes. Voilà. Donc vous voyez que la roche mère de droite, là, entre les deux failles, n'a pu produire que de l'huile, alors que l'autre a produit de l'huile et du gaz. Dans le cas donc d'un système dit conventionnel, il suffit entre guillemets de faire un forage vertical pour aller pomper cette huile et ce gaz dans la roche qu'on appelle réservoir, où l'huile ou le gaz est resté stocké en espérant que la roche soit suffisamment perméable pour que l'hydrocarbure accède au puits. Voilà. Donc ça, c'est le cas classique. Dans le cas non conventionnel, ce qui se passe, c'est que la roche mère n'est pas assez perméable pour laisser s'échapper l'huile et le gaz. Donc l'huile et le gaz, donc c'est les petits points rouges pour l'huile et les petits points jaunes pour le gaz, vont rester piégés dans la roche mère. Ils ne vont pas s'échapper comme précédemment. Dans ces conditions, si on fait un forage vertical, simplement, la surface de contact entre le forage, le cylindre du forage et la roche n'est pas suffisant pour pouvoir pomper de l'huile. À ce moment-là, il faut que le forage soit dévié pour aller suivre la couche, plus la fracturation, pour aller chercher l'huile ou le gaz où il est. On va le détailler juste après. Voilà. Alors, une fois que les compagnies pétrolières ont identifié un bassin qui pourrait être intéressant, la première phase, c'est une reconnaissance géophysique et géologique. C'est-à-dire on envoie des camions vibreurs de ce type-là. Je ne sais pas si vous voyez entre les deux chenilles des plaques en acier qui vont se coller au sol, qui vont vibrer et envoyer dans le sol des ondes qui vont se réfléchir sur des limites de couches. Par exemple, si vous avez une couche de calcaire avec une couche de schiste, ça va faire un réflecteur et donc les couches vont remonter vers la surface. À la surface, les compagnies disposent comme des sismomètres régulièrement, on appelle des géophones parfois, et ces géophones vont enregistrer ce qu'on appelle les trains d'ondes. C'est les ondes qui remontent vers la surface. Ces trains d'ondes sont analysés par des modèles mathématiques adaptés et on en déduit la coupe géologique. Donc voilà un exemple, peut-être vous dans le coin, vous voyez par exemple le schéma du haut qui part de la montagne Noire en passant par le chaînon de Saint-Chinian, puis Serguier, l'Espignan. J'ai fait exprès de prendre parce que ça passait pas loin. Voilà, donc voilà une coupe. Donc ça, les pétroliers ont déjà fait cette coupe dans les années 70. Donc ça date d'un moment. Ça a été repris par un collègue à moi en 81. Voilà. Donc ça, on connaît ça. Et vous voyez que la coupe est assez complexe. À la surface, on voit des vignes, ça a l'air assez simple. En dessous, vous voyez qu'il y a un tas de failles qui se superposent, etc. Au passage, je ne sais pas si vous avez des bons yeux, la couche avec les petits tiretés, les petits pointillés qu'on retrouve au niveau de Mont-Blanc ici, qu'on retrouve au-dessus et encore au-dessus, c'est les schistes. Hein, une première cible intéressante dans la région. Voilà. Au passage, vous notez des forages, par exemple celui de Valensac, de Mont-Blanc, Servian. Ça, c'est des forages qui ont été faits justement par les pétroliers dans les années 70-80. Et ça leur permet quand ils ont fait leur profil sismique, de les caler, de savoir qu'exactement à cet endroit-là, ils vont rencontrer cette roche. Ça permet d'affiner leur coupe géologique. Puisque ces endroits-là, les forages ont été carottés, donc ils sont sûrs que la roche va être rencontrée. L'étape d'après, c'est de se demander si le schiste en question qui a été dessiné sur la coupe, si dans sa vie, ce schiste est descendu en dessous de 2000 mètres, en dessous de 3000 mètres. Parce que s'il est resté qu'en surface, il n'y a aucune chance qu'il y ait de l'hydrocarbure. Alors là, par exemple, le cas du Larzac, parce que je n'ai pas trouvé le cas des plaines du Languedoc. Dans le cas du Larzac, voilà ce qu'on appelle les schistes cartons.
c'est exactement les mêmes que les pointillés là, que je vous ai montrés précédemment. C'est la première cible visée par les compagnies gazières dans la région. On s'aperçoit que dans le cas du Larzac, ces schistes se sont déposés il y a 180 millions d'années, en surface, ou près de la surface. Le bassin s'est approfondi, comme j'ai montré tout à l'heure. Ils sont descendus jusqu'à peu près 2000 mètres, ils sont à peine rentrés dans la fenêtre à huile, et puis ensuite il y a eu une érosion des terrains qui étaient en dessus, donc mécaniquement, ils se sont retrouvés à des profondeurs moins importantes. Donc du coup, ces schistes-là, ils n'ont jamais atteint les fenêtres à huile ou à gaz. Donc pas intéressant. Par contre, en dessous, vous avez une autre couche qu'on appelle les black shale, le terme anglais, est noir parce que c'est la matière organique qui fait cette couleur noire, qui sont déposés il y a 280 millions d'années, et eux, on voit clairement qu'ils sont descendus largement dans la fenêtre à gaz. Donc eux, si on les trouve, ils sont intéressants. Ensuite, ils sont remontés pour se situer à peu près maintenant sous le plateau du Larzac, autour d'1,5 km. On pense, parce qu'on connaît très mal en fait, et comme l'exploration n'a pas été faite, mais s'ils y sont, ils sont intéressants. Donc, on continue. Voilà. Deuxième phase, c'est, si c'est intéressant, on fait un forage vertical. Et on carotte pour voir les terrains rencontrés. On remonte les carottes à la surface, on regarde s'il y a de la matière organique, s'il y a des hydrocarbures, etc. À partir de là, on peut estimer le volume de la couche, on multiplie par des coefficients et on arrive à estimer la ressource, précisément. À partir de là, si c'est intéressant, on estime les réserves, c'est-à-dire la partie de la ressource qu'on va pouvoir pomper. Parce que c'est bien beau qu'il y ait de la ressource, mais si la roche est vraiment trop compacte, etc., on n'arrivera pas à l'avoir. Ou si on n'a que 5%, compte tenu du prix du gaz, c'est peut-être pas intéressant. Si on a 20%, ça change tout. Voilà. Et à partir de là, les compagnies décident d'exploiter ou pas. Alors cette exploitation démarre donc par un forage, le fameux forage vertical, que l'on dévie ensuite pour suivre la couche de schiste. Le rayon de courbure, c'est quelques centaines de mètres. Il ne faut pas croire qu'on tourne à 90 degrés à l'espace d'un mètre. Ça tourne très lentement. J'attire votre attention sur... Parce que ce n'est pas du tout à l'échelle, puisque la partie verticale, elle peut faire de, on va dire, 1 km à 2 km, voire plus. La couche cible fait entre 50 et 100 mètres. Donc il faut viser juste, au bout de 2 km, pour suivre la couche. On est bien d'accord, déjà. Donc ça, c'est un premier point intéressant pour la suite. Le forage horizontal fait une longueur supérieure au kilomètre. Le record, c'est plus de 25 km. Donc un forage horizontal qui se suit pendant 25 km. Ce n'était pas d'ailleurs du schiste, c'était la compagnie Elf, je crois, au Pérou. Mais pour dire que les techniques de forage sont quand même assez impressionnantes malgré tout. Une fois que l'on a fait ce forage, on passe à la phase de fracturation hydraulique qui a pour objet de casser la roche pour la rendre plus perméable, de manière à ce que le gaz puisse venir vers le forage. Donc pour ça, on injecte un fluide sous pression, je vais y revenir, c'est essentiellement de l'eau avec des additifs. On injecte ce fluide à une pression qui doit être supérieure à la pression lithostatique. Puisque les roches sont déjà soumises à une pression, il faut pour les casser une pression plus forte, c'est-à-dire de l'ordre de 600, 700 bars pour casser. Donc il faut des compresseurs surpuissants en surface. À partir de là, on casse. Alors c'est les petits losanges là qui sont représentés, qui représentent schématiquement des fractures. Donc chaque fois, on crée une fracture autour donc, du forage pour améliorer la perméabilité de la roche autour du forage. Voilà par exemple, ça c'est une image issue c'est des données pétrolières. Donc le forage, c'est le trait noir. Chaque point correspond à un microséisme créé par la fracture et qui a été générée par la fracturation hydraulique. Chaque couleur est liée à une opération de fracturation hydraulique. Donc en général, il commence par fracturer le bout du forage, ensuite petit à petit, par puits, il peut y avoir 10 ou plus opérations de fracturation hydraulique. Donc tout ça est suivi en surface par les pétroliers pour savoir si l'opération est efficace ou pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Donc ça, ils maîtrisent. Vous voyez, ils arrivent à positionner les épicentres finalement des séismes, comme ça. J'attire votre attention sur un autre point, c'est que la couche de schiste, c'est les traits noirs qui encadrent. Donc, mais vous voyez qu'il y a des fractures qui sont générées en dehors de la couche de schiste. Là, vous voyez que tout un tas de points. Ça, c'est une vue de face, et ça, c'est la vue de profil. Il y a des fractures qui sont en dehors des schistes. Donc, quand on vous dit on maîtrise parfaitement, ou quand vous voyez des schémas où les fractures sont parfaitement centrées autour du forage et toutes bien contenues dans les schistes, ce n'est pas le cas.
Alors, la nature des produits injectés, la liste elle est immense, hein, puisque chaque industriel a sa propre recette. Voilà, donc globalement, c'est 95% d'eau, quelques pourcents de sable. Le sable, l'intérêt, c'est que une fois que la fracture est créée, le sable va être injecté dans la fracture. Et quand la fracture va avoir tendance à se refermer par la pression des roches, il ne pourra pas complètement se refermer puisque le sable va la bloquer. Et ça permet de maintenir une perméabilité. Et donc, ensuite, il y a des additifs. Alors, des additifs, c'est quelques pourcents, de 1 à 2, voire 3%. Le problème, c'est que même 2%, mais sur des volumes importants, ça représente 100 à 200 mètres cubes de produits. Les additifs, c'est 100 à 200 mètres cubes de produits par puits. Et donc, ça représente 5 à 10 camions citernes pour se donner... Ça, c'est que les produits chimiques, hein. C'est pas le sable ni l'eau. Je ne parle pas de l'eau. Donc là-dedans, dans ces produits, effectivement, on trouve des produits qui sont tout à fait inoffensifs, comme des carbonates qu'on va retrouver dans les dentifrices. Mais par contre, il y en a d'autres qui le sont moins. Comme par exemple le formol, formaldéhyde, du formol. C'est j'ai mis une petite figure pas très contente, ou l'éthylène glycol, enfin, etc. Dans cette liste, on trouve des produits qui ne sont pas très sympathiques. On en trouve d'autres, un peu particuliers. Notez ici la quinoléine, produit non toxique, inoffensif. On va en reparler un peu plus loin. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a des fractures et on va pomper à la surface. Donc, on va pomper tout ce qui vient. On va séparer les effluents du gaz. Le gaz va être acheminé pour être vendu. C'est quand même là l'intérêt. Et puis, il va rester une boue plus ou moins pâteuse avec les produits qu'on a injectés qui remontent, plus tout ce qui va remonter. Voilà. Ce qu'on appelle, en termes anglais, les flowbacks. Hein, c'est ce qui revient le flux de liquide qui revient. Alors, ça, c'est la production d'un puits, un seul puits. J'ai fait exprès de prendre une courbe très optimiste. C'est la plus optimiste que j'ai trouvée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la production d'un puits de gaz de schiste s'épuise très rapidement. Hein, vous voyez qu'en l'espace de 3 ans, il produit plus que 50% de ce qu'il produisait au départ. Et ça, c'est très optimiste. Il y a certains puits, c'est au bout d'1 an. Au bout d'1 an, c'est déjà la moitié du départ. Et au bout de 3 ans, il n'y a presque plus rien. Là, j'ai fait exprès de chercher quelque chose de relativement optimiste. Alors, le problème, c'est que comme ces puits s'épuisent très vite, il faut forer énormément. Donc là, voilà une représentation avec ce qu'on appelle des puits en fourchette. C'est-à-dire qu'à partir de la surface, on creuse 3 ou voire 4, voire plus, mais en général c'est 3 ou 4 puits horizontaux dans un sens, 4 dans l'autre. On fait une plateforme à côté, 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Alors ce qu'il faut, et donc les petits, vous voyez, chaque puits a pour objectif d'aller fracturer finalement un volume de roche. Ce qu'il faut bien avoir en tête, et moi je ne m'en étais pas rendu compte, c'est pour ça que je le précise, et je m'en suis rendu compte quand je suis allé aux États-Unis et que j'ai été reçu par une compagnie, Cabot Energy, c'est que tout est exploité dans le sous-sol, rien n'est laissé. C'est-à-dire que les fractures d'un puits horizontal atteignent les fractures du puits horizontal voisin, etc., etc., pour mailler complètement le sous-sol. C'est une exploitation intensive, rien n'est laissé. Il n'y a pas d'espace laissé a priori sans fracturation, ou alors la fracturation était mal faite. Mais donc il y a un quadrillage qui est fait en surface comme un damier du gisement, et au centre de chaque maille, il y a une plateforme avec des puits dans un sens, voilà, pour tout mailler. Voilà, donc les risques pour l'environnement, j'ai essayé de faire une liste, je ne vais pas tout détailler bien sûr, c'est la détérioration qualitative et quantitative de la ressource en eau, la modification des paysages, l'altération des écosystèmes, la pollution de l'air, la pollution sonore, les séismes, les blow-out. Alors, je vais évacuer déjà les blow-out. Les blow-out, c'est ce qu'on peut mettre dans la catégorie des risques industriels. C'est quand le forage tombe sur une poche de gaz en pression. Le gaz remonte, et si le forage est mal équipé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mâchoire qui ferme immédiatement le forage, il y a une explosion en surface. C'est ce qui s'est passé avec le pétrole dans le golfe du Mexique, il y a quelques temps, où ça a fui pendant je ne sais pas combien de temps. C'est que le forage n'était pas équipé de cette mâchoire. Alors, l'impact sur les paysages, le voilà. Donc vous avez la photo classique d'une plateforme, c'est à peu près la surface d'un terrain de foot. Donc ça, c'est au moment des opérations de fracturation hydraulique, avec des bassins dans lesquels on prépare le fluide de fracturation et des bassins dans lesquels on récupère les flowbacks.
énormément de camions, de compresseurs, etc. pour alimenter tout ça. Tous les produits chimiques qui arrivent. Effectivement, j'ai pu me rendre compte en Pennsylvanie qu'il y avait un balai de camions incroyable. C'est absolument incroyable. Et d'autre côté, vous avez une photo prise sur Google Earth, où chaque point représente une plateforme. Donc vous voyez que le paysage est mité de plateformes de manière à exploiter complètement le sous-sol. Et il faut imaginer qu'entre ces plateformes, je ne sais pas si vous le voyez, c'est qu'il y a des pistes qui relient toutes ces plateformes entre elles, puisque les camions vont amener le matériel d'un endroit à un autre, etc. De l'eau, des produits, du sable, enfin les traînes de tiges, etc. Deuxième affaire, c'est la pollution de l'air. Alors la pollution de l'air, une photo sur la gauche en bas, parce que ces effluents liquides, une des manières pour réduire leur volume, c'était d'utiliser des canons comme ça, qui crachaient ces effluents dans l'air, de manière à intensifier l'évaporation et réduire la masse des effluents. Et le problème, c'est que cette technique amplifie le dégazage de produits, des composés organiques volatiles, des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, et tout un tas de produits pas très sympathiques qui sont notés là-haut. À côté, je vais aller très rapidement. C'est une étude de quelqu'un que j'ai rencontré justement à la Commission européenne qui estime que vous avez les deux barres là, de gaz de schiste là, les plus à gauche. Le gaz de schiste serait plus impactant en termes d'effet de serre sur le climat que l'exploitation du diesel et aussi du charbon. C'est les deux. Voilà. Donc il y a un débat là-dessus. Parce qu'il y a des hypothèses évidemment de travail, mais il faut avoir aussi cet aspect-là en tête. Alors, les pétroliers disent que les puits ne fuient pas. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais là, le panneau, il dit « Attention, dégazage de H2S mortel sur le puits » pour protéger. Donc, bon, passons. La pollution sonore, très rapidement. Donc, pendant toute la phase de fracturation hydraulique, qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, puisqu'il y a plusieurs opérations, c'est à peu près 75 décibels à 2 km du site. Voilà. Ça pendant plusieurs mois. Donc après, une fois que tout ça se retire, il n'y a plus qu'un puits de pompage. Et après, il n'y a quasiment plus rien, hormis sur les stations de compression. Régulièrement, il y a des stations de compression pour mettre de la pression sur le gaz, qui fonctionnent nuit et jour. Les séismes, alors ça c'est un gros problème qui a beaucoup préoccupé et qui préoccupe... Oui, alors je sais pas, peut-être ils ont fait le rideau dessus, mais qui préoccupait beaucoup la Commission européenne, la direction environnement. Alors, on peut imaginer 3 types de séismes liés à cette activité. Il y a les séismes liés aux fractures liées à la fracturation hydraulique, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, mais ça, normalement, c'est vraiment de magnitude très faible. C'est insensible depuis la surface. Par contre, il y a le fait d'extraire du gaz. Dans la mesure où on va extraire de la matière, les forces vont se réorganiser dans le sous-sol, puisqu'on enlève... et il peut y avoir des séismes liés à ces aspects-là, notamment dans les régions déjà faillées, où il y a déjà des compartiments géologiques le long des failles. Tout ça va se réorganiser, et il peut y avoir des séismes. Ensuite, une technique qui a été utilisée et qui est envisagée par les pétroliers pour se séparer de ces fameux flowbacks vraiment problématiques, c'est de faire des forages à côté des forages pour le schiste, des forages encore plus profonds, et réinjecter tout ça dans des couches profondes. Et alors ça c'est particulièrement préoccupant. Juste, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est la magnitude des séismes. L'ordonnée, là, c'est la magnitude des séismes. Et vous avez les séismes en vert, c'est la magnitude des séismes. Il y avait un triangle là-bas. Maximum de magnitude créée par la fracturation hydraulique elle-même. En rouge, au passage, vous avez la magnitude des séismes créés par la géothermie, puisque souvent on compare avec la géothermie. En jaune, vous avez les séismes créés par l'extraction de gaz. Donc vous voyez qu'on est à des magnitudes déjà bien plus élevées. Et en bleu, ce sont les séismes enregistrés suite, comme je disais tout à l'heure, à la réinjection de flowback dans le sous-sol. Ici, une carte aux États-Unis avec l'épicentre des séismes qui ont été enregistrés. Et notamment, vous avez un séisme dans ce coin-là avec une magnitude de 4,7 enregistré. Là, on commence quand même à avoir des séismes qui se ressentent clairement en surface et qui peuvent faire des dégâts. Alors, les problèmes liés à l'eau, j'ai essayé de faire trois familles. Le problème du volume d'eau et le problème de la pollution avec
pollution directe, pollution indirecte. Je vais essayer de m'expliquer rapidement. Alors la quantité d'eau, il faut d'abord 1000 mètres cubes pour faire le forage, pour le lubrifier, etc. Bon, ça, ok. Ensuite, la fracturation hydraulique, c'est entre 10 et 20 000 mètres cubes d'eau par forage. Bon, pour se rendre un peu mieux compte, c'est 4 à 8 piscines olympiques, la consommation annuelle en eau potable de 300 à 600 personnes, et c'est surtout, et c'est ce qui explique ce balai de camions, 500 à 1000 camions-citernes pendant, à raison de 2 livraisons par heure pendant 11 à 21 jours, nuit et jour, pour un puits. On est bien d'accord. Donc il faut trouver cette eau. Alors, soit on va la chercher dans des rivières de surface ou des fleuves. Alors voilà, alors, à titre d'exemple, le débit moyen du Rhône, c'est 1800 mètres cubes, donc quelques secondes du débit du Rhône, ça suffit, sauf que le Rhône, il ne passe pas forcément à proximité des plateformes. Donc ça pose quand même des problèmes de transport de ce fluide ou d'infrastructure si on part dans l'idée de mettre des canalisations, par exemple. Il faut savoir qu'aux États-Unis, même en Pennsylvanie, qui est quand même un pays plus arrosé que chez nous, il y a quand même eu un arrêté pour interdire le prélèvement d'eau pour la fracturation hydraulique parce que les agriculteurs n'avaient plus d'eau pendant la période sèche. Soit alors on va chercher dans les eaux souterraines, mais là on risque d'impacter des nappes exploitées par ailleurs, ça pose quand même un certain problème. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 3 types de polluants en fait. Il y a les polluants dont on a parlé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire les produits chimiques, les additifs que l'on met dans l'eau pour créer cette fracturation hydraulique, qui vont avoir pour objet, ça va être des antibactériens, des anticorrosifs, etc. Ils vont aussi lubrifier le fluide. Et puis, c'est un peu complexe parce qu'il faut que le fluide ait une certaine viscosité pour maintenir le sable en suspension jusqu'à ce que les fractures soient créées. Et quand le sable s'est déposé, il faut casser cette viscosité pour que le sable se dépose. Donc, il y a toute une mixture qui est prévue pour ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les produits chimiques que l'on injecte, certains d'entre eux, sont inoffensifs au moment où on les injecte, seulement ils vont être soumis, comme sur un labo, une paillasse de chimie, à des températures importantes. Ils vont être en présence de catalyseurs, c'est les métaux lourds, les métalloïdes qui sont au fond, et ils vont pouvoir se transformer en nouvelles molécules bien plus nocives. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la quinoléine. Mais cette quinoléine, une fois injectée en fond, elle se combine avec de l'azote, elle s'oxyde et ça devient la N-oxyde de 4-nitroquinoléine. Un nom barbare, mais je vais vous montrer les dégâts qu'elle peut faire, un peu plus loin. Pareil pour le chrome, qui peut remonter dans une forme particulièrement cancérogène. Ensuite, il faut avoir en tête que les couches elles-mêmes contiennent des éléments chimiques, le méthane déjà, c'est celui qu'on va chercher, mais elle contient aussi des radionucléides, plomb, radium, thorium et des métaux. Plomb, thallium, etc. À titre d'exemple, une des 2 cibles dont je vous ai parlé tout à l'heure, le schiste autunien, on le trouvait à l'Odève, c'est là où on exploitait l'uranium. Parce que ces schistes, la matière organique et les métaux, les minéraux argileux ont la propriété de capter les radionucléides, de capter les métaux lourds. Donc c'est pour ça qu'on trouve les mines ensuite. Mais quand on va aller produire de la fracturation hydraulique dans ces roches-là, ces éléments vont se retrouver relâchés dans le milieu naturel. Voilà. Alors, ces éléments, qu'est-ce qu'ils deviennent? Soit ils restent, tous ces polluants-là dont je vous ai parlé, soit ils vont rester dans les couches profondes. On sait que 30 à 90% ne sont jamais récupérés, des produits qu'on injecte, donc ils restent au fond. Enfin, ils restent, dans le meilleur des cas, ils restent au fond. Soit ils vont migrer petit à petit vers des nappes d'eau, des aquifères, d'autres couches, parce qu'il y a des failles naturelles, etc. Soit le long des tubages, ou alors les forages vont vieillir et au bout de 20 ou 30 ans, c'est des liens hydrauliques par corrosion qui vont permettre des liens entre les couches et ces polluants vont remonter. C'est pour ça que j'ai mis un panneau danger. Soit, dans peut-être le meilleur des cas, ils vont être pompés. Au moins, on sait ce qu'ils deviennent. Et ils vont se retrouver en surface sous forme de flowback. Une fois qu'ils arrivent en surface, alors soit ils arrivent en surface, soit entre-temps, ils sont passés à travers le tube de forage, si celui-là était mal réalisé ou s'il a mal vieilli. Une fois qu'ils sont en surface, soit on les évacue pour le traitement, sachant qu'il y a une publication scientifique qui montre que dans 25% des cas, on peut traiter facilement. Dans 25% des cas, on peut traiter difficilement. Dans les 2 cas restants, on ne peut pas traiter. Donc c'est d'où l'idée de les réinjecter, puisqu'ils ne savent pas quoi en faire.
Soit ils arrivent en surface et puis là, il y a des problèmes, ils s'infiltrent et ils vont polluer les nappes superficielles. Soit ils sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, réinjectés en profondeur et on repart dans le circuit. Donc je passe là-dessus. Voilà un peu un bassin de récupération de ces boues, de ces fameux flowbacks, riches en métaux lourds, radionucléides, ce genre de choses. Voilà un bassin qui a fui, il y a eu une rupture, il s'est cassé, et donc il y a une partie des liquides qui sont partis, on ne sait où, dans le sous-sol. Ça, c'est une étude qui a montré que dans ces flowbacks, il y a eu 353 substances étudiées. C'est une chimiste américaine assez connue qui a montré que 42% de ces molécules étaient des perturbateurs endocriniens. 51% étaient directement dangereux pour la santé. Certains sont des substances volatiles qui vont se retrouver dans l'air. Certains sont des substances solubles qui vont pouvoir se retrouver dans les eaux. Déjà, je me dépêche alors. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'expérience américaine qui a démarré en 2006, les publications scientifiques sur l'impact sur l'environnement et l'impact sur la santé commencent à arriver depuis 1 an, on va dire. Parce que tout ça, ça prend du temps, il y a des échelles de temps importantes. Et donc, ces études montrent que dans un rayon de 800 mètres autour d'un puits, on a des problèmes de santé tout à fait particuliers. Alors, je suis pressé, alors je vais me dépêcher. Ça, c'est un écotoxicologue français qui a fait une étude sur les produits, sur ces fameux flowbacks, et qui a montré là aussi qu'il y avait des produits neurotoxiques, hématotoxiques, etc. dans chacun de ces produits. Alors, une photo qui en dit long. Voilà du bétail qui a bu directement l'eau du flowback, issue des bassins. Voilà. Et donc, c'est cette fameuse N-oxyde 4-nitroquinoléine qui produit un cancer fulgurant, on l'appelle comme ça, des muqueuses buccales. C'est pour ça que le troupeau est décimé en 48 heures. Il y a eu plusieurs cas comme ça aux États-Unis. Ça, c'est un diagramme issu d'une compagnie pétrolière qui montre que dès la réalisation des puits, dès la première année, 5% des puits fuient, dès le départ. Donc évidemment, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Et donc, au bout de 30 ans, vous avez plus de la moitié des puits qui fuient. Donc... ça, c'est une publication tout à fait récente qui a analysé la radioactivité des sédiments dans les rivières, dans les zones où on exploite les gaz de schiste. Et donc, on voit très clairement que... Alors, le background, là, ce qui s'appelle, c'est une rivière où il n'y a pas eu d'exploitation de gaz de schiste. C'est dans d'autres zones. Et quand on regarde en orange, c'est les zones où il y a eu de l'exploitation. C'est une échelle logarithmique. Donc, en fait, on multiplie par 200 la radioactivité des sédiments dans les rivières. Je passe vite là-dessus. Voilà, ça résume un peu de ce que je vous ai dit. Ça, c'est les bassins français avec le bassin du Sud-Est, vous reconnaissez. Le problème dans notre région, si j'ose dire, c'est qu'il y a des aquifères dits karstiques. C'est des aquifères qui se développent dans les roches calcaires. C'est nos principales ressources en eau. Et ces aquifères ont une sensibilité tout à fait particulière aux pollutions. Et par ailleurs, il y a des failles. Notre région coincée entre les Alpes et les Pyrénées, il y a des failles profondes qui connectent ces aquifères. Une des témoignages les plus connus, c'est la source Perrier. La source Perrier, les bulles de Perrier, le CO2, ça remonte le long de la faille de Nîmes. C'est une origine profonde qui montre bien qu'il y a des relations hydrauliques entre les couches profondes et les couches de surface, contrairement à ce qu'on entend des fois où on dit on a les nappes phréatiques et puis il y a le schiste qui est très loin et il n'y a pas de connexion possible entre les deux. La carte des permis, j'insiste pas là-dessus. Ça, c'est à quoi ça ressemble, les deux cibles dans la région, le Toarcien, juste au sud du Pic Saint-Loup, pour ceux qui connaissent, j'ai pris la photo. Et ça, c'est à l'Odève, c'est là où on exploitait dans l'Autunien l'uranium. Une coupe générale pour vous montrer à peu près où se situent de manière générale dans la région ces deux couches. Le problème, c'est que quand on prend la carte des réserves dites patrimoniales de la région, ça c'est une carte éditée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et qu'on colle par-dessus les permis, on s'aperçoit que bien souvent les permis sont au-dessus de ces aquifères. Ça veut dire que les forages qui pourraient être faits, les puits, recouperaient forcément ces nappes d'eau et ces réservoirs d'eau, qui constituent, comme le dit l'agence de l'eau, des réserves dites patrimoniales.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les aquifères karstiques, c'est là où on y trouve des grottes. Hein. L'eau a creusé des grottes à l'intérieur, des rivières souterraines. C'est pour ça que les pollutions peuvent se propager très rapidement. Je passe là-dessus, juste pour montrer cet exemple-là. Et je finirai à peu près là-dessus. C'est une étude faite dans mon laboratoire qui montre que sur la source du Lez, qui alimente quand même 400 000 personnes, l'eau qui est captée au niveau de la source du Lez par la compagnie Veolia, 13% du débit en période notamment estivale remonte le long d'une faille profonde. Je veux juste mettre en évidence que des liens hydrauliques existent, y compris sur des sources captées pour l'eau potable pour des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Donc une pollution qui viendrait à rejoindre, je dirais, ce chemin d'eau, on va dire comme ça, cette faille, pourrait se retrouver, alors c'est là que je ne vais pas être précis, un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est au niveau de la source. Et pourrait anéantir évidemment l'alimentation en eau. Voilà, je finirai là-dessus en disant qu'évidemment il y a des risques. La réduction des risques est-elle possible ? Probablement en améliorant les techniques, en améliorant les cahiers des charges, mais est-ce que cette amélioration serait suffisante réellement ? J'ai un peu de doute. Si ça venait à se faire, comment encadrer ou surveiller cette exploitation ? Sur quelle durée ? Parce que, comme je viens de vous dire, les circulations d'eau souterraine, c'est peut-être 10 ans, 15 ans. Et les puits seraient fermés, puisque la production, ça serait quelques années, et les pollutions arriveraient bien après. Pour finir, je remercie quelques collègues, et je cite un ouvrage auquel j'ai participé. Je n'ai pas de droit d'auteur, donc je suis à l'aise pour faire un peu de pub pour cet ouvrage-là, voilà, qui est sorti récemment aux éditions Odile Jacob. Merci. T'as dit que t'étais pas militant, mais quand même, tu donnes pas envie d'être pro gaz de schiste. Merci. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, avant qu'on passe aux questions à Séverin, qu'après les 3 conférenciers, donc il y a un débat, on va pouvoir débattre ensemble, et un apéritif, on a apporté plein de trucs, alors il faut rester. Voilà. Alors, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. C'est ceux-là. Voilà, donc si vous avez des questions, avant qu'on passe à l'intervention de Laurent Vassallo. Bon, c'est connu depuis pas mal de temps dans les gisements conventionnels. Parfois, l'idée, c'était d'injecter du propane pour réactiver les gisements conventionnels. Donc, elle est connue depuis 50 ans. Là, elle a été renouvelée pour les schistes. En fait, il y a eu à peu près 2000 opérations de fracturation. Alors, il faut savoir, on est toujours sur une opération de fracturation, sauf qu'on remplace l'eau par un propane gélifié. C'est-à-dire, on mélange au propane un ester de phosphate, je crois, pour le gélifier, plus des additifs, pour ensuite casser ce fameux gel, parce qu'on met aussi du sable avec. C'est exactement la même technique. L'avantage pour les gaziers, c'est que le rendement est plus important, c'est-à-dire les fractures sont plus développées et on capte mieux le méthane, pour faire court. Bon, ce qui semblerait être un avantage, c'est qu'effectivement, on élimine les quantités d'eau nécessaires. Il faut injecter, au lieu des 10 à 20 000 mètres cubes d'eau, c'est 800 mètres cubes de propane liquide qu'il faut. Bon, ce propane liquide, c'est quand même un coût très élevé, 10 € du kilo à peu près. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est rentable. Moi, je ne suis pas économiste, mais c'est un des problèmes. Alors, il y a une société franco-belge qui développerait maintenant le NFP, un propane, parce qu'il y a aussi des problèmes d'explosion avec le propane classique. Il y a eu quelques accidents comme ça. Et il y a une société franco-belge qui développe le NFP, propane non inflammable. C'est de l'heptafluoropropane, c'est-à-dire on injecte 7 atomes de fluor à la place des atomes. Voilà. Donc, alors là, pour l'instant, on est dans les pistes de recherche. Ça n'a pas été utilisé encore. Alors, ils sont confiants, ils disent que ça marchera, mais ça n'a pas du tout été utilisé. Il faut savoir aussi que le propane c'est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2, 1000 fois plus puissant. Donc la moindre fuite de propane, ça fait des dégâts considérables.
Ceci étant, on n'a aucun retour sur la sismicité, puisqu'on est toujours sur la fracturation. On n'a aucun retour sur la mise en circulation des produits radionucléides métaux lourds. Voilà, donc pour l'instant, on est vraiment à une phase très très amont à ce niveau-là. Et en termes économiques, bon, je ne suis pas économiste. Hein. Ouais. J'ai lu sur Internet qu'il y avait ici qu'il y aurait deux sortes de gaz de schiste. Il y aurait ceux provenant des réservoirs compacts et une autre sorte. Et qu'aux États-Unis, ça serait surtout les premiers, donc c'est le réservoir compact qui serait exploité, qui serait très rentable, et qu'en Europe, ça serait plutôt d'autres types. Alors du coup, est-ce qu'en Europe, c'est vraiment de l'autre type? Est-ce que c'est vraiment pas rentable pour eux de venir le chercher? Effectivement, il y a ce qu'on appelle les tight gas. C'est en fait la roche, c'est le même système, mais la roche est trop peu perméable pour laisser s'échapper. Mais il faut fracturer, c'est la même technique. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'exploration en Europe, donc c'est vrai que c'est difficile de... En Allemagne, oui. Oui. Mais en France, ouais. Ouais. Oui, parce qu'il y a d'autres techniques alternatives que je n'ai pas citées. C'est la fracturation au benzène ou au diesel. Bon. Là, pour le coup, bon. Il faut attendre l'exploration, en tout cas pour le cas français. On serait plutôt quand même dans du schiste au niveau français. Et des gaz de houille aussi. Oui, je voudrais savoir quelle est la différence entre l'extraction du gaz de lac à côté d'Orthez et l'extraction du gaz de schiste. Dans le cas de lac, d'un gisement dit conventionnel, et donc des puits verticaux suffisent, entre guillemets. Même s'il y a eu de la fracturation qui a été déjà expérimentée dans le cas de lac, déjà. Oui, mais cette fracturation, elle date de 50 ans, oui. Et il n'y a personne qui... Verticale, dans un autre type de roche que ce type de roche-là, et de manière... il faut imaginer qu'aux États-Unis, ils en sont à 2 millions de puits fracturés. Donc on est sur des schémas qui n'ont rien à voir en termes d'intensification. La fracturation sur le gaz de lac et les puits, je peux vous dire qu'ils ont été aussi, pas forcément complètement verticaux, mais ils ont été aussi, comment dire, un peu sur le côté. Oui, il y a eu des forages déviés. Oui, il y a eu des forages déviés. Il y a eu des forages déviés, mais ceux-ci n'ont pas été fracturés. Et je me permets quand même de rajouter un petit élément, c'est que le syndicat des eaux de Dax est particulièrement embêté par des problèmes de pollution liés à cette exploitation. Oui, peut-être. Mais ça fait très loin quand même. Hein, entre les deux. Donc tout n'est pas... Je voudrais poser une question sur la géographie. Par là, c'est pas grave. En regardant votre carte sur les gisements supposés, on voyait bien le sud-est, on voit une poche dans le sud-ouest et on voit la région parisienne. Mais quid du Larzac, où ma géographie est mauvaise, ou bien est-ce que le Larzac est un petit peu au-dessus, pour ce que je sais de l'ODEV et de où nous sommes, il y a eu des mobilisations très fortes pour supprimer qui étaient envisagées. Et je voulais savoir s'il y avait déjà eu des forages de fait donc qui montraient qu'il y avait des réserves, ou bien est-ce que le fait qu'ils se mobilisent a empêché de regarder s'il y avait des réserves ou pas. Le cas du permis de Nantes, donc, puisqu'on parle de ce permis, je l'ai un peu évoqué avec le schéma qui montrait l'approfondissement. Il y a 2 couches. Il y en a une que l'on voit quand on se promène parfois sur Larzac, celle qui s'est déposée il y a 180 millions d'années. Celle-là, elle ne vaut rien puisque jamais la couche n'a atteint la profondeur suffisante. Par contre, en dessous, il y a une autre couche de l'époque primaire, l'Autunien, qui s'est déposée il y a 280 millions d'années. Celle-là, si elle existe, il peut y avoir du gaz. Le problème, c'est que sur le Larzac, il n'y a jamais eu de forage profond qui a tout traversé, qui l'a rencontré, contrairement à la région par ici où il y a eu des forages qui ont déjà rencontré ces schistes-là. Et cette couche-là, elle est connue uniquement à l'Odève et à Saint-Afrique. C'est pour ça que la compagnie qui détenait, puisque le permis a été abrogé, Schweb-Bach, a payé, si j'ose dire, ce permis très peu cher, 380 € le kilomètre carré. Parce qu'il y avait un risque fort, on va le traduire comme ça, qui est rien finalement,
que cette couche-là, finalement, elle n'existe pas parce que la géologie a fait qu'elle n'existe pas. Il faut comparer ces 380 € au kilomètre carré aux 47 000 € payés par la même compagnie pour le permis de Villeneuve-de-Berg, où là, par contre, on sait que si on fore, on trouvera plus des infrastructures peut-être pas très éloignées de la vallée du Rhône, avec des gazoducs qui permettaient de... Voilà. Mais juste pour vous montrer que dans le cas de Nantes très particulier, le cas du Larzac, il n'y a pas eu d'exploration géologique profonde ou de géophysique profonde, donc on ne connaît pas la coupe précisément en profondeur. Pouvez-vous nous évoquer un argument pour exploiter les gaz de schiste? Premièrement, incertitude sur les vraies réserves. Deuxièmement, on a bien compris qu'en matière de changement climatique, ce n'était pas le pied, que ce soit par les fuites de méthane, qui lui aussi est un puissant gaz à effet de serre, que ce soit parce que le balai des camions, l'usage immodéré d'essence de diesel, que ce soit par l'incapacité, il faut être clair, des compagnies à assurer une imperméabilité à 100% des puits de forage, que ce soit pour la non-maîtrise de la sismologie. Dans notre pays, dans notre région, que ce soit par ce sous-sol très particulier karstique qui met en relation des aquifères qui vont nous manquer, qui vont véritablement nous évoluons vers une raréfaction de l'eau. Et en fait, on sait très bien que l'exploitation des gaz de schiste, sur le plan économique, vous ne nous avez pas parlé d'économie, bien entendu, mais c'est quelque chose qui est à perte, on le sait. C'est une exploitation qui est subventionnée. Et donc, j'aurais voulu savoir, en fait, s'il y avait un argument pour complètement détruire un paysage, détruire les ressources en eau. Pardon ? Ah oui, l'emploi, alors parlons-en, ça c'est sûr qu'au niveau... Voilà, quel est l'argument ? Quel est l'argument ? Qu'on me donne un argument. Non, mais pour... dans un contexte géologique parfait, où les forages ne recouperaient aucune nappe, où les couches de schiste seraient à 2000 mètres de fond, avec au-dessus 2000 mètres de couches étanches, pas de faille, des puits qui seraient parfaitement réalisés et qui tiendraient le coup pendant des centaines d'années, on pourrait peut-être mettre en avant effectivement l'argument de l'emploi économique. Mais je ne suis pas économiste, mais c'est celui qui est mis en avant. Dans un secteur comme le nôtre, je ne veux pas me faire le porte-parole d'une profession, mais je ne connais pas un seul hydrogéologue du secteur privé comme public, que je connais, on se connaît, avec qui j'ai pu discuter, qui soit, disons, qui soit pas réticent. J'essaie de... C'est la question piège. Je n'ai pas d'argument.